Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 1er octobre 2024, il est 5h32. Je vais faire un petit market review aujourd'hui, je pense que je reviendrai dessus, sur ce dont je vais commencer à parler aujourd'hui, je reviendrai dessus à la fin de la semaine, le week-end prochain, lors du weekly review. Mais aujourd'hui, on est le 1er octobre, donc clôture mensuelle et clôture trimestrielle, donc c'est quand même un point qui est très important. D'autant si, comme c'est mon cas, on utilise les quarterly shift pour essayer de se positionner sur les marchés. Alors rapidement, je vais passer un petit peu en revue là, les assets qu'on surveille, directement ou indirectement, à commencer par le dollar. Et si j'affiche la charte en monthly, voilà le contexte dans lequel on se trouve actuellement. Ce qu'on peut observer ici, c'est une belle consolidation avec 3 bougies monthly ici, consécutives, baissières, qui ont laissé derrière elles une belle inefficience ici entre les 101.500 et les 103 points. En gros, maintenant, si on prend un petit peu de recul et si on affiche cette fois-ci la charte en trimestriel, voilà le contexte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire, pour l'instant, des higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, ici, higher low, et maintenant, on va pouvoir observer ici vers où ça va nous emmener. Est-ce que cette structure ici est en train de nous former un top ou est-ce que on est en train de former un higher low pour nous emmener vers de nouveaux sommets? Alors ça, on est dans une échelle trimestrielle, donc ça va être compliqué ici de se projeter sur, là c'est sur des années en fait, hein. Sachant que 4 bougies vont former une année, une bougie va former 3 mois. En tout cas, voilà ici la clôture trimestrielle. Et ce qu'on peut voir, c'est que cette bougie ici, trimestrielle, elle est venue prendre le plus bas du trimestre précédent et également, à quelques ticks près, la bougie du premier trimestre 2024, dont le plus bas était ici sur les marchés futurs à 99 910 et ici à 99 865. Donc il y a bien eu ici une prise de liquidité qui allait quand même laisser le plus bas de 2024, enfin le plus bas du dernier trimestre de 2023, pardon, intact. Et ce qu'on peut observer ici, c'est une mèche. Et là, à l'ouverture de ce nouveau trimestre, pour l'instant, une bougie qui est haussière. Mais bon, c'est que le premier jour, hein, donc on va pas s'enflammer. D'autant que là, s'enflammer reviendrait à statuer sur un mouvement haussier qui serait pas forcément super engageant pour les risques. Donc moi, je suis pas du tout certain que cette zone-là, notamment ici, cette zone d'equal low, reste en l'état. Mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est qu'on sort ici, à la suite à cette impulsion qui date quand même de 2022, donc là on sort ici des années Covid, hein. On a eu ici une bougie baissière qui est venue complètement réintégrer la dernière bougie du deuxième trimestre 2022, et que depuis, on est dans un contexte de consolidation ici en trimestriel. Voilà, maintenant, si j'affiche en monthly, c'est encore plus clair, hein. On voit bien ici la création d'un range. Et ça serait bien compliqué ici, là, de déterminer un biais sur la direction possible du dollar. Si ce n'est cette séquence qui, pour l'instant, pour moi, est un cadre de référence, hein, XAMD. Et donc, lorsque je parle ici de distribution D, je ne parle pas forcément d'aller chercher ces plus hauts ici, quoique, pourquoi pas, mais en tout cas, à minima, d'aller retravailler ici ces inefficiences. Donc dans quel sens est-ce que on va d'abord aller retravailler ici et aller plus bas ensuite, ou d'abord aller retravailler notamment cette mèche et ensuite venir revisiter cette zone, je ne sais pas. Mais toujours est-il que pour l'instant, ce range qui débute depuis quand même début 2023 n'a toujours pas trouvé sa résolution. Et on pourrait tout à fait ici identifier ces deux bornes. Et actuellement, la clôture trimestrielle ici, elle s'est faite dans le discount de ce range. Maintenant, si je me mets en daily, ce qu'on peut observer, c'est qu'on est ici également au retest de cet order block ici. Le dollar forme également une structure de consolidation. Donc, à mon avis, ça va bientôt se déterminer, hein, dans un sens ou dans un autre. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un obstacle à une livraison naturelle du prix sur ce dernier trimestre, ce sont les élections américaines. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même prendre un petit peu de recul sur la lecture de l'action du prix qu'on peut avoir, parce que c'est évidemment un événement systémique, géopolitique majeur, notamment pour le dollar, mais pas que pour le dollar. Alors toujours un peu dans cette idée là, de lecture macro, on va regarder un petit peu la dynamique des collatéraux de cet indice, c'est-à-dire le premier c'est quand même l'euro,
Et si je me mets dans une échelle trimestrielle, toujours bien de prendre un peu de recul, et les clôtures, c'est justement l'occasion de le faire. Ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, depuis le top de marché qui date de 2008, on est dans une dynamique qui est baissière. Et que là, si je me mets en monthly, voilà le contexte dans lequel on se trouve. Cette fois-ci, des lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Et on va attendre ce que le dollar va nous raconter ici, ce que l'euro, pardon, va nous raconter ici contre le dollar. On pourrait être tout à fait ici dans un mouvement qui pourrait être assez impulsif, venir s'occuper de cette BSL à 1,12,600 à peu près, 1,12,700. Mais moi, je continue à avoir comme target pour les semaines, les mois à venir, ici le retest de ce breaker block daily, qu'on voit bien ici sur l'euro, voilà, dans cette zone. En sortie de cette compression, alors la sortie de la compression ici, ça y est, elle est faite. Voilà, compression, je pourrais la matérialiser de cette façon-là. La sortie de la compression, elle est faite. Donc, si l'action du prix respecte ce mouvement de consolidation, manipulation, expansion, eh ben, la manipulation nous laisse penser que l'expansion pourrait être négative ici sur l'euro-dollar. Donc, par un jeu d'équilibre, elle pourrait être positive sur le dollar, du coup. Si je regarde un autre composant du DXY, un des principaux composants de cet indice, c'est la livre sterling. Je me mets en échelle trimestrielle. On voit qu'on sort ici également d'une zone de consolidation suite à cette impulsion. Et évidemment, ici, le comportement du prix au retest de cette CB ici va vraiment être important. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que là, sur cette prise de liquidité, sur le cable, comme dit ICT, le câble, eh ben, c'est une réaction qui est baissière. Et si je me mets en monthly, on retrouve ici cette buy side liquidity, la voilà. Et ici, ce qu'on peut observer déjà en monthly, c'est qui ressemble à un market structure shift, avec ici la création d'une imbalance baissière, un retest sur du mois de septembre. Et maintenant, on va observer ici ce que le mois d'octobre va nous donner. En weekly, et encore plus clair. Et en daily, voilà ce que ça nous donne. On voit bien ici la création d'un changement de caractère et un retest ici de ce breaker. Et a priori, pour l'instant, ce qui ressemble ici à un rejet. Donc on pourrait en regarder plusieurs comme ça. Ce qui est assez intéressant, ce que j'ai noté, c'est que aujourd'hui, on a un événement qui pourrait amener de la volatilité, notamment sur l'euro, et par jeu d'équilibre également sur le dollar, c'est le core CPI. Là, ce sont les estimations annuelles. Le core CPI, le CPI, et ça, donc c'est à 5 heures du matin, donc ça fait 11 heures, heure française. Et on a les créations d'emplois à 16 heures aujourd'hui. Donc on pourra avoir un peu de volatilité aujourd'hui, le premier jour du mois. Donc voilà, ce que nous disent un peu ces différents actifs, ces différentes devises là, et cet indice, c'est qu'on est en train de créer actuellement les conditions pour un mouvement de continuation sur les hautes time frames. Mais qu'on a ce contexte géopolitique qui fait que on pourrait rester dans un contexte de consolidation sur les hautes time frames également. Donc sur les hautes time frames, c'est-à-dire que ça peut, en ce qui nous concerne, générer quand même de la volatilité parce que le range d'une bougie mensuelle ou d'une bougie trimestrielle, c'est évidemment pas le range d'une bougie daily ou d'une bougie H1. Donc ça fait que c'est quand même des ranges qui sont assez imposants. Si je me remets ici sur le dollar, voilà, le range créé par une bougie trimestrielle, c'est quand même 5%. Donc c'est pas rien. Donc ça va pas se matérialiser par quelque chose de très impulsif, très large sur le dollar, mais à notre échelle, sur des échelles daily, intraday, même weekly, ça peut évidemment générer beaucoup de volatilité. Ne serait-ce que le retest ici de cette zone. Voilà, si on devait venir ne serait-ce que retester les 103 points ici sur le dollar, je pense qu'on le sentirait passer, notamment sur des indices comme le Nasdaq. Ça, c'est évident. Sur le SP500 également, on voit là, en trimestriel, bon, là pour l'instant, c'est pas une charte, c'est un toboggan, quoi. Un toboggan, mais qui grimpe. Donc, si on regarde bien, en termes de cyclicité, si je prends une plage de date, voilà, ici l'intervalle qu'on a eu entre l'avant-dernier swing low et le dernier swing low. Ici, je l'applique à cette zone. Voilà, on pourrait se retrouver ici sur un moment du marché où on pourrait observer également un swing low qui pourrait venir retravailler ici cette jambe impulsive. Donc ça, c'est sur le SP500. Sur le Nasdaq, on va retrouver à peu près la même chose. Et sur le
le Dow Jones également. Bon, c'est pas des prédictions, ça vaut ce que ça vaut, et puis bon, le fait de faire jouer la fractalité comme ça, niveau temporel, ça vaut ce que ça vaut, hein. Donc bon, faut quand même se méfier. Sachant qu'ici, chaque bougie représente 3 mois. Donc, c'est-à-dire que si c'est pas cette bougie-là, si c'est la bougie d'après, bah, ça nous amène tout de suite à 2025. Donc, toujours prendre du recul. Alors, ce que j'ai pu observer également, c'est sur Bitcoin, et cette fois-ci, je vais aller sur le CME. Voilà ce qui se passe si on affiche la charte en trimestriel. Et ce qu'on peut observer, c'est que le précédent trimestre nous a formé ici un magnifique doji, D-O-J-I. Alors, la morphologie comme ça des candles, elle n'est pas forcément prédictive, mais en tout cas, elle permet de constater une dynamique. Et en l'occurrence, ce qu'un doji nous permet de constater, c'est une période d'incertitude. On voit bien qu'on a ici eu une ouverture du marché à 63 600, et donc ça c'était le 1er juillet quand même, hein, et qu'on a eu une clôture à 63 745, c'est-à-dire qu'on a 145 $ de gap entre l'ouverture trimestrielle et la fermeture trimestrielle. C'est énorme. Enfin, c'est énorme, c'est très peu pour une amplitude de prix qui est, par contre, entre le plus bas 50 135 et le plus haut 71 595, de 21 000 $, un peu moins de 21 000 $. Voilà, donc c'est ça qui est énorme, hein. C'est la différence entre le prix de clôture et le prix de fermeture, et le plus bas et le plus haut. Mais cette bougie, qui a clôturé de très peu à la hausse, on voit que la mèche ici, elle est venue retravailler toute une inefficience, et qu'elle est venue toucher le plus haut de la bougie trimestrielle du 3e trimestre 2023. Voilà. Et que ce gap ici, il est à présent comblé. Alors ça, ce que ça me fait dire, c'est que autant on sort d'une période d'assez forte corrélation entre le dollar et le Nasdaq, et on le voit bien ici, et je ne serais pas surpris que ce dernier trimestre soit un trimestre où on observe une décorrélation, ne serait-ce que temporaire, de ces deux actifs, parce que les deux ne nous racontent pas tout à fait la même histoire. Le premier nous raconte l'histoire d'une bougie, d'une busy ici qui a été retravaillée, et le job a été fait, et qui pourrait nous emmener vers des plus hauts, alors que le Nasdaq ici en temporalité pourrait, en admettant que le dollar vienne retravailler ici cette bougie, pourrait nous amener à venir retravailler des inefficiences plus au sud. Et oublier que à de nombreuses reprises, le Nasdaq et Bitcoin se sont décorrélés. On le voit bien ici, hein. Alors dans un sens ou dans un autre, mais on voit bien ici par exemple qu'on était sur cette période par exemple, sur une structure ici qui était baissière sur le Nasdaq, et ici haussière sur Bitcoin. Et on en a eu dans l'autre sens évidemment. Ici, structure baissière sur Bitcoin, haussière sur le Nasdaq. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez observer très simplement en affichant cet indice de corrélation. C'est un indicateur que vous pouvez trouver, hein, sur TradingView. Vous avez juste à taper corrélation. Il y en a plusieurs, vous prenez celui que vous voulez, hein. Moi j'ai pris celui-là, mais c'est pas nécessairement meilleur, mais il s'appelle tout simplement corrélation. C'est Olga Obara. Et après, vous avez juste à afficher ici l'actif avec lequel vous voulez observer cette corrélation. Donc là, on voit qu'actuellement la corrélation elle est maximale, mais qu'à certains moments elle l'était moins. Voilà, si j'affiche en daily. Donc si je reste en daily sur Bitcoin, on a plusieurs choses qu'on va pouvoir observer. Alors déjà, c'est le comportement du prix au contact ici de cette bougie daily baissière. Et on est actuellement, Bitcoin est ici actuellement contraint dans un weekly range, dans une contraction weekly, hein. On voit bien ici le plus haut, le plus bas. Donc si je zoome un petit peu, voilà le contexte. Donc là, ici, à l'occasion de cette ouverture trimestrielle et mensuelle, il va bien falloir observer ici le comportement de Bitcoin au retest de ces inefficiences ici. Je pense que de toute façon, aucune de ces deux bornes, à mon avis, ne va résister à l'action du prix. Ici, on a une inefficience daily avec, je pense qu'on le voit ici en 1 heure, ici un breaker sur cette zone. Et ici, on a le previous weekly high. Donc, de toute façon, si c'est pour aller plus haut, ça m'étonnerait que le marché fasse cadeau de ce relative equal low et de cette sell side liquidity. Et si c'est pour aller plus bas, je serais très étonné que le marché fasse cadeau de cette buy side liquidity du coup à 66 450. Mais c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas dans une zone qui est très confortable parce qu'on est en plein milieu de ce range. Donc, à mon avis, le plus prudent là actuellement, c'est plutôt d'attendre que le marché se détermine. Et il est possible, pas obligatoire, mais il est possible que ces news économiques nous aident à y voir un peu plus clair, parce que c'est souvent à ces occasions-là que les principaux points d'intérêt sont pris par le marché.
Bon, j'avais dit que je ferais pas très long et en fait, je crois que je suis en train de m'étaler un petit peu, donc je vais vous laisser. Sur le Nasdaq, je vous parle d'une décorrélation, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je peux éventuellement vous donner des signaux faibles, mais moi, c'est quelque chose que je regarde de temps en temps et vous pouvez peut-être aller y faire un tour si ça vous chauffe. C'est un site qui s'appelle QuiverQuant. Alors bon, c'est un site qui est payant, hein, mais même la version gratuite, à partir du moment où vous créez un compte, vous pouvez créer un compte gratuit, hein, vous avez quand même accès à certaines informations. Et alors ça, c'est un site qui est censé scanner un peu les prises de position des membres du Congrès américain, de la SEC, voilà, et puis de certains insiders en fait. Et on peut parfois observer des signaux qui peuvent être intéressants, notamment lorsque certains passent acheteurs ou vendeurs de certaines valeurs. Voilà, donc moi ça c'est quelque chose que je regarde régulièrement parce que déjà ça peut me permettre des fois de me positionner sur certains assets. Par exemple, je sais que celui-là je le mets de côté à faire Zeda parce que on est ici dans une localisation qui est quand même intéressante et que là, depuis septembre, eh ben, on a eu plusieurs membres du Congrès qui se sont positionnés sur cette valeur. On en a quand même un certain nombre, hein. Alors, est-ce qu'ils ont des infos? Ils sont pas censés en avoir. Mais bon, alors là, est-ce qu'ils se sont passés le tuyau ou est-ce qu'ils passent par le même conseiller bancaire? Je sais pas. Mais bon, on peut même observer, on peut même regarder les positionnements de gens comme Nancy Pelosi, par exemple, dont le mari récemment est passé vendeur sur la valeur Visa. Et il se trouve qu'au moment où il est passé vendeur, eh ben le Visa a commencé à dégringoler. Donc il a vraiment, c'est une sacrée chance, hein, il s'est mis à vendre Visa pile poil sur le top. Bravo, félicitations, c'est un bon mouvement. Il doit avoir de sacrées compétences en analyse technique, ce monsieur, donc on le félicite. Voilà, donc quiverquant.com. Je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus parce que sinon alors, il y a quoi passer, y passer des heures, mais vous allez voir qu'il y a vraiment des choses qui sont très intéressantes. Et pour terminer le petit point copy trading, alors là, bah, les botlims, là, c'est une orgie. C'est une vraie orgie. Si on va ici sur les performances, les résultats journaliers, ça n'arrête pas là, depuis quelques jours. Il y a évidemment des profits qui sont pris. Mais pour qu'il y ait des profits, il faut qu'il y ait des prises de position. Et là, actuellement, bah, les botlims, ils sont en train de se positionner. Voilà, depuis le 25, on a eu 6 nouveaux fils. Un ici, le 26, le 24, pardon. Le 25, 9. Le 26, 3 nouveaux. Le 27, 7 nouveaux. 9, le 28. Et la journée d'hier, on a eu 19 nouvelles prises de position sur les botlims. Autant dire que ça va être un bon pique-nique pour ces bots. Et je viens d'ajouter hier une nouvelle paire qui est très prometteuse sur l'asset INJ. Alors on m'a demandé, oui, mais pourquoi tu fais ça? Parce que c'est que tous ces assets ils sont corrélés. Alors oui et non, ils sont effectivement, les cryptos sont assez souvent corrélés entre elles, mais parfois les corrélations deviennent négatives. Et en l'occurrence, c'est ce que je dis ici, hein, c'est vrai qu'INJ montre un comportement qui est assez comparable à celui de Arwave, mais l'indice de corrélation montre qu'à certains moments, la corrélation elle est négative, donc on ne va pas être sur les mêmes temporalités. Ça peut tout à fait constituer une diversification. On voit que là, INJ par exemple, il a eu 395 itérations avec les réglages actuels depuis 2022. Et donc voilà, je lui ai appliqué des réglages optimisés, très prometteurs. Et puis il y a aussi une logique qui est très pragmatique, hein, qui est d'essayer de ne pas trop charger non plus l'order book de BitGet parce qu'on commence à leur apporter beaucoup de volume. Voilà, des fois, on voit dans les restaurants arriver des bus de comités d'entreprise qui remplissent le restaurant, mais nous, des bus, on en a 150 qui arrivent, donc c'est sûr que ça se voit sur l'order book quand on se positionne et quand on passe vendeur, donc on essaie quand même de dispatcher un petit peu tout ce beau monde pour que ça soit pas trop indigeste pour les order books de BitGet. Voilà. Donc cette paire ici, la INJ, il a déjà fait une itération, une prise de profit, une entrée, une prise de profit. Donc là, bah, vous pouvez embarquer à bord. Il y a de la place et je pense que celui-là, il va nous donner satisfaction. Vous voyez un peu ça. Donc là, ici, on est en H1. Hein. Vous voyez un peu comment le bot réagit. Toutes les petites flèches roses ici, ce sont des prises de profit. Les petites flèches bleues, ce sont des prises de position. Et on voit que voilà, c'est un asset qui est très véloce et dont les caractéristiques sont parfaitement adaptées à la dynamique de ces bots. Comme toujours, si ce n'est pas déjà le cas, vous trouverez les liens en description pour venir nous rejoindre dans le copy trading et puis également dans le salon VIP, où là on est plus dans un
dans une logique pédagogique. Et il y a toujours dans ce salon des canaux qui sont réservés à l'apprentissage du trading, d'une part, des modèles, et puis également à un partie un peu plus fondamentale, pédagogique. On dissèque un peu certains concepts de trading qui sont, de mon point de vue, indispensables pour pas forcément être profitable, parce qu'on peut être profitable en tirant à pile ou face, hein, mais en tout cas pour évoluer et comprendre un peu les rudiments du price action.